Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui a lieu tous les matins à 10 h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er mars. Et le titre du jour est « Des marchés euphoriques ». Alors, je ne choisis jamais le terme euphorique par hasard. Si je vous parle de marché euphorique, c'est parce qu'on a parlé de marché soutenu ces dernières séances. On a vu ensemble que depuis le milieu de la semaine dernière, des supports avaient été touchés et que tant qu'ils tenaient, eh bien, il pouvait y avoir un combat entre les acheteurs et les vendeurs dans des ranges ou des petits canaux haussiers. On a donc vu qu'il fallait faire attention aux ventes, on a donc vu qu'il y avait des supports, on a vu les niveaux au-dessus desquels on pouvait relancer la dynamique haussière. La hausse a repris le pas ces dernières séances. Et ce matin, nous avons un Nikkei sous résistance, un SP500 sous résistance et nous avons un CAC et un DAX qui sont fortement montés. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Le CAC et le DAX ont pour moi euphoriquement atteint des résistances majeures ce matin. C'est donc la prudence qui convient dans ce marché car un contre-coup, un contre-choc baissier sous ces fameuses résistances n'est pas inconcevable. On va en parler dans quelques instants. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Bien évidemment, tout au long de cette présentation, vous pouvez me poser vos questions. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble les dernières news, le calendrier économique. On va passer en revue des actifs sur la plateforme et puis je répondrai à vos questions. Alors, les marchés montent et ils saluent des bonnes mauvaises nouvelles. Je m'explique. Le Venezuela est en train de faire faillite et le marché trouve bien que le Venezuela ait réussi à emprunter 5 milliards pour pouvoir se sauver à court terme. Mais on sait bien qu'à moyen-long terme, c'est problématique. La Chine est intervenue sur son taux de dépôt hier. Et donc, les indices asiatiques sont remontés. Sauf que le fait que la Chine intervienne sur son marché n'est pas une bonne chose. Pour rappel, il y a des marchés qui sont totalement délaissés. Les marchés sous-performants sont délaissés. L'indice grec perd 50% depuis le début de l'année. Et certaines banques se retirent du marché africain car pour eux, il n'est pas assez attractif. Les indicateurs chinois sont ressortis cette nuit et sont au plus bas depuis 2009. Donc toutes ces nouvelles-là, vous voyez, le fait que les marchés étrangers soient délaissés, que le Venezuela emprunte à court terme mais qu'il soit pratiquement en faillite, que la Chine intervienne car ses résultats sont mauvais, il faut stabiliser sa monnaie et son indice. Donc à court terme, on trouve bien que la Chine intervienne et que le Venezuela soit sauvé, et ça, ce sont des facteurs qui nous font monter. Mais vous comprenez bien que ce sont des facteurs court terme, positifs, par rapport à des problèmes de moyen terme négatifs qui continueront de peser à l'avenir. La Fed, quant à elle, semble toujours confiante sur sa politique étant donné l'inflation récente. C'est ce qui a engendré donc une certaine force sur le dollar. Néanmoins, aujourd'hui, on constate que le dollar est plutôt délaissé. Côté entreprise, Gameloft voit le prix de l'OPA de Vivendi bondir de 20%. En effet, la famille Guillemot s'est renforcée au capital et ne souhaite pas de l'OPA de Vivendi. Eh bien, Vivendi surenchérit de 20%. C'est la raison pour laquelle Gameloft est à 7,20 € ce matin. Eramet bondit de 15% et tente de sortir de sa tendance baissière. Souvenez-vous, Eramet, je vous en parle pratiquement tous les jours depuis des semaines en vous expliquant que le jour où cette valeur va sortir de son canal baissier, il y aura potentiellement un fort rebond à la clé. C'est justement ça en fait qui soutient les marchés actuellement, c'est que les valeurs pétrolières et des métaux de base ont tellement été délaissées que grâce au rebond de court terme qu'on a sur les métaux, le pétrole, les métaux de base, eh bien on a des forts rebonds de ces valeurs et c'est ça notamment qui permet aux indices de remonter. En fait, ce sont les valeurs les plus baissières et vendues de 2015 et de début 2016 qui, à court terme, se voient rachetées spéculativement. Donc c'est un rebond technique, ce ne sont pas encore des achats de fonds positifs sur l'ensemble de la cote. Ipsen a publié un chiffre d'affaires en hausse de 23,8%, le résultat net est stable, néanmoins il y avait des prises de bénéfices ce matin. Bonduelle a publié un résultat net stable en 2015 et c'est tout pour les news sur Action.
Concernant les statistiques passées, hier on a eu l'inflation en zone euro. Or, l'inflation est négative, il y a de la déflation en zone euro. C'est ce qui fait qu'on a des spéculations sur une action de la BCE. Donc encore ici, une mauvaise raison entraîne une hausse des marchés actions. Il n'y a pas d'inflation, donc l'action de la BCE n'a pas fonctionné jusqu'ici. Donc parce qu'il y a de la déflation en zone euro, les marchés anticipent plus d'actions de la BCE. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas parce que la BCE a réussi sa mission que les chiffres économiques s'améliorent, que les indices montent, mais c'est parce que l'économie est de plus en plus en train de se détériorer que le marché espère des interventions de banquiers centraux et donc que les marchés montent. Vous comprenez donc bien que les marchés ne montent pas sur des chiffres ou des spéculations positives pour le moment. Et c'est la raison qui me fait être aussi prudent. Le PMI de Chicago hier est sorti à 47,6, attendu à 52,1, donc mauvais chiffre. Le PMI manufacturier chinois est sorti inférieur aux attentes cette nuit et les chiffres australiens étaient inférieurs également. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de bonnes nouvelles, que ce soit en termes d'entreprise, que ce soit en termes de statistiques. Les seuls points positifs, ce sont les actions des banques centrales à court terme, de la BCE dont on espère beaucoup le 10 mars et de la Banque populaire de Chine qui est de plus en plus interventionniste. Aujourd'hui, à 10h30, on aura le PMI manufacturier en Angleterre et puis à 15h45 et 16h, on aura des chiffres américains, le plus important étant l'ISM manufacturier à 16h. Donc voilà pour les dernières news et les développements sur les marchés. On va maintenant passer au graphique. Donc, ces dernières séances, on avait noté deux choses. 1, les marchés sont solides et c'est la raison pour laquelle ils arrivent à grimper. 2, on a des résistances majeures à dépasser sur certains indices comme les États-Unis pour valider une reprise haussière. Faisons un peu le tour des indices ensemble et voyons ce que cela donne en données journalières. Sur le Nikkei, nous avons une tendance baissière forte et nous avons depuis 10 jours un rebond qui se place sous résistance. En cas de cassure de la résistance, on pourrait avoir un mouvement haussier en direction de la prochaine. Sauf que vous voyez bien que pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, le Nikkei est sous résistance. Concernant le SP500, on a vu ensemble qu'il était solide, qu'il était dans un canal haussier, que tant qu'il était au-dessus de 1920 points, il restait fort. Il a testé les 1920 points, il a rebondi. Pour le moment, il reste donc dans sa tendance haussière et c'est ce qui a permis aux indices européens de continuer d'être très forts. La différence qu'il faut noter entre l'Europe et les États-Unis, c'est que les États-Unis sont toujours sous résistance, toujours leur plus haut de la semaine, sous les plus hauts de la semaine dernière, alors que le CAC et le DAX sont à l'équivalence ici, comme si le SP500 était sur un nouveau plus haut, alors qu'il ne l'est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le SP500 au final ne devait pas passer sa résistance et devait casser ses supports, eh bien ça voudrait dire que les indices européens sont relativement hauts et chuteraient de plus haut. Si au contraire le SP500 passe, eh bien ça délivrerait un signal supplémentaire de hausse en Europe. Regardons donc les indices européens et voyons où ils se trouvent. Je regardais ce matin les graphiques en données 4 heures. Et je me suis mis quand même en données journalières pour prendre du recul, ce qui fait souvent du bien. Et je me suis rendu compte de quoi? Eh bien que le DAX, qui est dans un canal baissier depuis 3 mois, vient enfin de toucher sa borne haute à 9650. Euphoriquement ce matin, très rapidement, il est parti à la hausse, cassé la résistance, il a fait une mèche haute et il a touché son haut de canal. En données 4 heures, j'ai un canal haussier à faible pente qui cadre les cours, comme vous pouvez le voir ici, depuis à peu près 10 jours. On va zoomer sur cette situation. Donc vous pouvez voir qu'on avait un rebond fort, puis là on s'est mis dans une latéralisation et ce matin on a eu une forte hausse. On est allé chercher tous les stocks de tout le monde, on a touché la borne haute du canal haussier donné 4 heures, on a touché la borne haute du canal journalier et donc nous avons ce matin touché des résistances majeures. Nous avons donc un SP500 sous résistance, un Nikkei sous résistance, un DAX qui a cassé sa résistance et qui a fait une mèche.
Mais ma réflexion est de se dire, et si les Américains et le Nikkei ne passent pas, que va faire le DAX? Eh bien, le DAX ne cassera pas sa résistance, ne la cassera pas durablement et retomberait. Donc je me demande si la hausse de ce matin n'est pas une hausse euphorique basée sur des mauvaises nouvelles et donc n'est pas une hausse construite, positive et qui pourrait durer. J'ai plutôt l'impression que c'est une hausse euphorique intraday qui casse des résistances, qui donne des faux signaux et vous voyez que très rapidement les vendeurs se sont présentés. Et j'ai exactement la même chose sur le CAC. Donc le CAC, on a eu une séquence haussière d'à peu près une semaine. Ensuite, on a vu que des ranges se mettaient en place et que les acheteurs s'étaient bien présentés. Donc depuis la semaine dernière, on est plutôt haussier. En ce début de semaine, on a vu ensemble que si les 4300 étaient rapidement repris, la hausse reprendrait. C'est ce qui s'est passé hier. Hier soir, je vous ai dit qu'on était sous résistance à 4360. On s'est replié d'1%, on est revenu à 4300. 4300, toujours support, a fait son travail. On est remonté sous résistance. Et voilà l'oblique de résistance très proprement touché ici à 4380 points. Je vous en ai parlé ce matin sur Twitter dès 8h30. Je vous ai publié l'oblique à 9h30, 9h45 en vous disant « Nous sommes au point actuel, pile poil sous résistance journalière sur le DAX et sous résistance 4 heures sur le CAC ». Alors ça ne veut pas dire qu'on va toucher les résistances et qu'on va se casser la figure, mais ça veut dire que même si le marché devait continuer de grimper, eh bien il pourrait consolider, revenir vers les supports et puis peut-être ensuite repartir. Vous pouvez néanmoins noter que ce que je suis en train de tracer, c'est un biseau ascendant. Or, un biseau ascendant, si on va jusqu'au bout et qu'on en sort par le bas, ça a plutôt une implication baissière. Donc voilà, je suis très prudent car on a été jusqu'ici haussier et baissier depuis plus d'une semaine et on a joué plus ou moins avec les bornes, les supports, les résistances. Il y a des moments où il convenait d'être baissier, il y a des mouvements où il convenait d'être haussier, il y a des mouvements où il convenait d'être un peu plus neutre. Je conçois que les marchés soient aussi à court terme, je conçois que les marchés soient soutenus et spéculent sur les remontées du pétrole et spéculent également sur Mario Draghi le 10 mars prochain. Mais là, tout de suite, ce matin, alors qu'on a un SP500 et un Nikkei sous résistance, je constate que le CAC et le DAX viennent d'atteindre des résistances en données 4 heures et en données journalières. J'invite donc à la prudence sur les achats et les vendeurs. Si vous avez patienté, si vous avez attendu un bon timing, vous n'avez pas shorté tout simplement les plus hauts, mais vous avez attendu une oblique, une résistance un peu plus tangible. Donc voilà, de la prudence, car sur pratiquement tous les indices européens, c'est ça, vous voyez, donc rebond technique de l'indice suisse, stabilisation à plat, pour l'instant il n'y a aucune résistance qui casse, l'indice suisse est particulièrement neutre. L'Eurostoxx, lui, il est un peu comme le CAC et le DAX, donc il monte en crabe avec une oblique ici qui peut passer par tous les plus hauts. Le FTSE, pareil, lui, il est très soutenu par les matières premières, mais de la même façon que les autres indices, on peut tracer une oblique ici qui passe sur les plus hauts qui a bloqué ce jour. On peut prendre un peu de recul sur le FTSE et le regarder en données journalières. Donc on a bien une chute pendant 3 mois, on a eu un fort rebond ces derniers temps grâce aux matières premières et nous voilà ici sur une résistance clé les plus hauts de janvier. Donc il est légitime que grâce au rebond du pétrole et des matériaux de base, des actions se soient reprises. Il est légitime que depuis à peu près pratiquement un mois, après avoir touché des points bas parce que les banquiers centraux étaient en soutien, nous avons eu des rebonds techniques sur le marché actions. Mais de là à ce que le rebond technique se transforme en tendance haussière et en redémarrage haussier de moyen terme, nous n'y sommes pas encore. Vous voyez, un indice comme le FTSE, on peut tracer une oblique ici qui passe par tous les plus hauts. Et on est en tendance baissière de fond. Donc si on échoue sous cette zone de prix-là et qu'on repart à la baisse, on relance la dynamique baissière de fond et adieu les achats, adieu les velléités haussières. Je n'ai pas dit que ça allait être le cas. On peut très bien passer cette zone-là et aller un cran plus haut. Je dis juste que maintenant qu'on a rebondi fortement pendant à peu près 15 jours, on arrive sous des résistances clés. Il va donc falloir faire attention. On est sous résistance clé sur le FTSE, sur le Nikkei, sur le Dow Jones, sur le SP500
Quant au CAC, il est sous une oblique. Et quant au DAX, lui, il est dans son canal haussier 4 heures, sous la borne haute de son canal haussier journalier. On peut très bien avoir des catalyseurs positifs, on peut très bien avoir des bons chiffres économiques. Si on cassait les résistances avec des bons chiffres d'entreprise et des bons chiffres économiques, je serais un peu plus confiant sur le fait que la hausse puisse perdurer. Voilà. En tous les cas, aujourd'hui, sachez que si le DAX retourne vers ses plus hauts, la zone 9660, 9690, 9700 en extension, dirons-nous, est une forte zone de résistance. La zone de soutien, c'est évidemment les 9570 qu'on vient de tester. Et la zone de soutien suivante, c'est plutôt la zone 9330, 9400. Voilà. Donc, le DAX pourrait peut-être très bien continuer de monter dans les séances à venir, mais vous voyez, il n'est pas impossible qu'on continue d'avancer en crabe et de monter, baisser comme ça au long des journées en fonction des résistances en données 4 heures. Donc, prudence. On a des marchés qui étaient solides, on a des marchés qui sont bien montés, mais on a des marchés qui sont sous résistance. Et je vous le rappelais au cas où, on a des marchés qui, à court terme, montent sur des mauvais chiffres et des mauvaises prévisions économiques. Voilà pour les indices. Ensuite, je vais vous parler matières premières, mais avant toute chose, je fais un petit détour par le marché action. Jean-Claude me dit, peux-tu parler des paires GBP Yen, GBP USD? On va parler des paires en GBP dans quelques instants. Sopra Group, qui était en tendance baissière, arrive à prendre 9% aujourd'hui et à donner un signal haussier. CGG Veritas était complètement délaissé ces derniers temps. Hier, le titre a réussi à s'extraire de son range de court terme et à donner un signal, et c'est pour ça qu'il continue de monter aujourd'hui. Donc typiquement, c'est grâce à des titres comme CGG que les marchés montent aujourd'hui. CGG, titre complètement délaissé, qui vient de passer de 8 € il y a un peu plus de 2 ans à 60 centimes. Le titre ici passe de 45 centimes à 62 centimes. Vous voyez bien à quel point cela ne représente rien sur les graphiques de moyen long terme. Et vous voyez bien que ça ouvre un certain potentiel de rebond, tout en restant baissier à long terme. Gameloft, elle rebondit de 8% puisque Vivendi a augmenté son OPA. Valorec profite de la hausse du pétrole. Ubisoft profite des spéculations sur Gameloft puisque Vivendi a aussi des parts dans Ubisoft et pourrait faire une OPA dessus. Donc Ubisoft est de retourner très vite sous ses plus hauts annuels. Eramet, dont je vous parlais en cette début d'émission, la voilà, elle est dans un canal baissier depuis pratiquement 1 an et elle est en train de tenter d'attaquer la borne haute. Donc j'attends une cassure en clôture hebdomadaire de ce canal baissier sur Eramet. Si on arrive à s'en sortir, alors on pourrait avoir un rebond technique. Or, vous voyez bien qu'un rebond technique sur Eramet, ne serait-ce que de retracer 23,6% de la baisse, donnerait une hausse en direction des 34 €. C'est pratiquement un doublement du titre par rapport au cours actuel. Donc il est compréhensible que les marchés se reprenant à court terme, les spéculateurs s'emparent de titres comme Eramet ou comme CGG. CGG, j'en ai parlé donc il y a quelques instants, sont des titres qui ont été délaissés, survendus et qui à court terme donc reprennent un petit peu de couleur. Swatex, c'est un titre spéculatif qui monte quand les indices sont recherchés, c'est le cas aujourd'hui. Solocal, c'est la même chose. Et puis ensuite, on a quelques titres de l'automobile. Donc rien de spécial. Ipsen a publié et donc fait -4 aujourd'hui. Bourbon avait pris, je crois, une vingtaine de % hier et donc le titre... avant-hier, et donc le titre consolide sa hausse. Vous voyez, typiquement, Bourbon, société délaissée pendant 2 ans, et puis là, boum, beau rebond technique qui s'est mis en place. Donc pas beaucoup de baisse, hein, on retrouve 1 ou 2 bancaires dans les consolidations du jour. Bref, on monte principalement sur les matériaux de base, sur l'énergie et sur les spéculations, notamment sur les OPA type Vivendi et Gameloft. Concernant les matières premières, donc, puisque c'est une raison de la hausse des marchés actuellement, on va regarder ça tout de suite.
Donc on a le palladium qui prend 2,59%, je vous en ai parlé hier, il était bien orienté et puis il semble donner des signes de reprise. Le palladium, pour rappel, avait été complètement délaissé et survendu en 2014-2015, début 2016, et donc si le rebond technique des métaux perdurait, peut-être que le palladium donc aurait une belle jambe haussière à réaliser. Le sucre prend encore 1% ce jour, je le dis et je le répète, vous êtes client chez CMC, vous faites partie des peu d'investisseurs français qui peuvent trader le sucre puisque ce fameux sucre est sur très peu de plateformes. Le sucre a pratiquement pris 20% depuis qu'on en a parlé la semaine dernière. Il a validé un support, comme on l'a vu hier, à 13,70 et il continue en direction des 15 $. Il reste encore 5% de potentiel pour atteindre la résistance. Et qui sait, le sucre pourrait aussi casser sa résistance de moyen terme et enchaîner sur une nouvelle phase haussière. Donc laissons-le faire son bonhomme de chemin. Pour l'instant, il y a une impulsion haussière très forte. Je vous le redis, quand les marchés sont compliqués, il y a certains actifs qui sont beaucoup plus évidents que d'autres et le sucre en faisait partie. L'or, toujours recherché, malgré des indices qui restent haussiers, l'or arrive à monter, donc on a l'or qui arrive à monter malgré des indices en hausse. Ça montre bien à quel point il y a un changement de paradigme, un changement d'état d'esprit sur le métal jaune. Bien évidemment, pour que l'on décale fortement à la hausse, il faudra casser la zone de résistance des 1255,60. Au-dessus de cette zone-là, soit il y a de l'aversion au risque, soit une baisse du dollar, mais il pourrait y avoir une belle hausse supplémentaire en direction des 1300 $. Et sur les matières premières, mis à part cela, on peut parler du pétrole. Et le pétrole, voilà. Il a donné un signal haussier hier en réussissant à casser les 31,70 pour la première fois depuis 10 jours. Et ce matin, il est positivement orienté, mais il reste sous les derniers plus hauts de vendredi. Si le pétrole arrive à casser les plus hauts de vendredi, aujourd'hui ou demain grâce au stock, alors il pourrait remonter en direction des 34 $, alors il pourrait valider un semblant de double bottom, et si on valide un double bottom, qu'on remonte à 34 et qu'on les casse, on pourrait remonter à 37 voire 40 $. Donc il est clair que si le pétrole devait monter en direction des 40 $ et prendre 20-25% dans les 1 à 2 semaines qui viennent, il est clair que ça soutiendrait fortement toutes les valeurs liées à l'énergie, au pétrole, aux matériaux de base et que ce serait une bonne chose. Il reste néanmoins à confirmer que la hausse ici de court terme n'est pas une petite hausse euphorique, un peu comme sur les indices, avant une retombée sous résistance. Donc j'attends que ce mouvement haussier de court terme soit validé par les stocks de demain, qu'on casse franchement des résistances et qu'on accélère, car pour le moment, il y a un biais haussier, certes, mais ça reste léger. Voilà, ça reste une légère tendance haussière. Pour le moment, ça doit être validé par des fondamentaux. Et puis pour finir, on va parler devises. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la livre est une devise qui a fortement baissé ces derniers temps. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai parlé de la livre, donc de GBP/USD en données mensuelles ces derniers temps, car on arrive dans une zone de prix extrême. Voici un graphique de la livre sur 25 ans. Voici la zone basse testée ici en 2008 à 1,35, testée ici autour de 1,3650, 1,37 dans les années 2000, en 2000 exactement. Et nous voilà ici, on a touché un 38,60. Alors on peut peut-être aller un peu plus bas, on peut peut-être se faire peur, on peut peut-être avoir des spéculations baissières sur le Brexit, mais on arrive dans une zone de moyen terme et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir des réactions spéculatives. À court terme, GBP/USD a marqué un point bas hier, se reprend aujourd'hui et devra casser la zone des 1,4070, soit les plus hauts de vendredi dernier, pour pouvoir prétendre à un rebond technique digne de ce nom. Ça, c'est pour GBP/USD. Ça, c'est GBP-Yen. Donc, GBP-Yen est dans un rebond technique pareil, de court terme. Il faudrait casser les plus hauts de vendredi dernier pour monter. Attention néanmoins au yen, car la paire USD-Yen est baissière. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à jouer un rebond sur GBP. Pour moi, c'est ni GBP-Yen ni GBP-USD qui est intéressante, ni GBP-CAD, puisque si le CAD se reprend grâce au pétrole, eh bien GBP n'arrivera pas à monter contre lui. Par contre, une paire qui est intéressante, je trouve, c'est GBP-NZD.
GBP NZD a beaucoup baissé ces derniers temps et depuis 3 séances, elle est un peu plus forte que GBP USD, GBP Yen. Je me dis que GBP NZD, c'est un bon moyen de jouer la force de la livre sans jouer contre une contrepartie particulière comme le yen qui est refuge ou comme le CAD qui est corrélé au pétrole. Voilà, donc pour ceux qui cherchent des paires en GBP, moi je trouve que GBP NZD est intéressante. La paire USD-Yen, on va la regarder, la voici. Donc USD-Yen, tendance baissière. On a validé un double bottom en fin de semaine dernière, c'est ce qui a permis un rebond technique ici sous les 114. On est reparti à la baisse hier, on remonte aujourd'hui. La remontée des cours aujourd'hui du USD-Yen correspond au fait que les marchés tiennent bien, voire montent. Si dans les séances qui viennent, USD-Yen casse 114, on se retrouvera à 116 sous la résistance de moyen terme. Et alors, peut-être que ce sera un point de vente optimum à moyen terme. Si on n'arrive pas à dépasser 114, on pourrait végéter quelques séances. Et si on retourne vers les plus bas, on met en danger la tendance, on met en danger les plus bas, on met en danger les indices et on relancerait la dynamique baissière de moyen terme. Donc il y a 2 points clés à suivre sur cette paire USD-Yen, 114 à la hausse et 111 à la baisse. Ce qui est bien avec les 111, c'est qu'ils ont été proprement travaillés, donc si on casse 111 à un moment, ça ira très vite. On peut regarder l'AUD USD, vous voyez que l'AUD USD est toujours dans son biseau ascendant, il bloque sous les résistances, il tient les supports, il faut attendre une sortie de cette zone de prix pour pouvoir faire quelque chose. L'euro-dollar, lui, stabilise, mais j'ai rien de spécial à vous dire parce que il est toujours sous pression avant la BCE. J'ai Pascal qui me demande, pourrais-tu parler du gaz? Effectivement, je n'ai pas parlé du gaz, je vais vous parler de cela tout de suite. Si quelqu'un a un autre actif qu'il souhaite que je regarde, je vais faire ça tout de suite. Donc le gaz, il a baissé ses dernières séances et il est revenu vers ses plus bas annuels. Il a même inscrit un nouveau plus bas annuel. Alors, les points positifs sur le gaz, c'est qu'il a réagi sur ses plus bas annuels, c'est qu'il n'a pas accéléré malgré un gap baissier hier et qu'il se trouve sur un support de très long terme à 1,64. Et jeudi, on aura les stocks de gaz. Si jeudi, les stocks de gaz sont inférieurs aux attentes, que le gaz casse ses plus hauts de la semaine et casse les 1,70 et sort de son canal baissier, alors on aura un signal acheteur qui sera un signal de rebond technique avec potentiellement donc une séquence haussière à mettre à profit. Mais, la tendance de long terme est baissière, la tendance de moyen terme est baissière, la tendance journalière est baissière. On a eu un gap baissier qui montre quand même que les vendeurs ont la main et les températures restent clémentes. Donc, pas d'ultra spéculation sur un retournement. Les vendeurs ont la main. Si vous êtes baissier, bravo à vous pour avoir mis à profit cette tendance qui dure depuis un mois pratiquement à la baisse. Quant aux acheteurs, eh bien, plutôt que d'acheter tous les supports, mieux vaut peut-il attendre un retournement de tendance, un signal acheteur pour pouvoir tenter de le mettre à profit. C'est mieux parfois d'attendre un signal et d'être un peu plus sûr de son trade que de faire des trades spéculatifs en permanence et de se mettre potentiellement en danger. Et je finirai l'émission du jour sur le CAC. Le CAC donc, qui tient bien, qui a touché son oblique et qui malgré tout reste bien haussier. Je me méfie parce que si à leur tour les indices américains et le Nikkei devaient passer en force ce soir, cette nuit, alors le CAC 40 pourrait s'extraire par le haut et forcer une sortie haussière en direction des 4460. Souvenez-vous, ces fameux 4460 qui sont un pivot majeur à moyen terme. C'est la zone des 4440, 4460, c'est une zone majeure. Donc on a baissé pendant 3 mois, on a une séquence haussière ici qui a réussi à permettre une sortie de canal. On continue de s'extraire et les acheteurs ont la main. Ce mouvement est soutenu par les banquiers centraux, les rebonds techniques de court terme sur le pétrole et les matériaux de base. Pour l'instant, ça tient bien. On peut peut-être monter en crabe comme ça vers 4400, 4450, encore quelques séances pour spéculer avant la BCE et Mario Draghi. Il faut garder ce facteur de soutien en tête. Voilà. Après, à court terme, je garde mon avis. Je vous l'ai dit dès ce matin, ça me semble relativement propre. On a un CAC et un DAX qui sont sous des zones de résistance. Le CAC, c'est 4380-85, soyons précis.
Et le DAX, c'est la zone des 9650, 9700. On l'a approché ce matin, mais vous voyez, ça a été une hausse furtive. En fait, la hausse du jour a été engendrée grâce à tous les stops de protection qui étaient à 9580 qui ont cassé. Il y a eu une accélération. Ici, on tente de valider la cassure, mais si d'ici quelques heures, on est revenu sous 9580 points, alors il n'y aura pas eu de cassure validée et ça aura donc été un piège acheteur, scénario contre lequel je voulais vous prévenir et vous prévenir ce matin, tout simplement. Romain dit, peut-on télécharger vos graphiques? Alors non, vous ne pouvez pas télécharger mes graphiques pour les mettre sur votre plateforme, mais à force de me voir faire des graphiques tous les matins, vous pouvez bien évidemment essayer de les répercuter sur votre plateforme et de les reproduire. En plus de cela, bien évidemment, je vous invite sur mon compte Twitter à suivre ce que je poste, puisque tous les graphiques que je poste, je vous les montre. Vous voyez, hier soir, à 20h, je vous ai publié cet oblique avec le point de résistance ici vers 4375. Ce matin, dès que je me lève, je vous parle du fait que le DAX et le CAC arrivent sous des résistances. À 1 heure avant la matinale, à 4370,75, je vous ai indiqué la zone de résistance sur le CAC et sur le DAX. Et puis ensuite, à 10h, on a fait la matinale. Donc vous voyez, en suivant mon Twitter, vous pouvez voir les graphiques que je suis, que je mets à jour au quotidien. Et vous pouvez avoir les clés en main pour ensuite avoir les mêmes graphiques que moi sur votre plateforme et qu'on puisse en discuter pendant l'émission de la matinale. Donc voilà, sur ce, nous n'avons pas de signaux majeurs sur le Forex. On a des rebonds techniques sur la livre et sur les paires en yens, mais ça reste des rebonds techniques. On a des indices donc américains et le Nikkei qui sont sous résistance et qui devront valider des cassures pour qu'on aille plus haut. Et à court terme, on a eu un marché un peu euphorique ce matin sur le CAC et le DAX qui ont touché des résistances majeures, raison pour lesquelles il faut être prudent. J'espère avoir fait le tour des actifs qui vous plaisent. Si vous souhaitez d'autres actifs en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions aussi sur le money management, sur le trading, sur la psychologie, je suis là pour vous épauler. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne séance, un bon trading, un bon appétit. Et puis, vous me retrouvez donc tout au long de la journée sur Twitter. Bien évidemment, dans la rubrique analyse, vous retrouvez les matinales enregistrées. Et puis, je vais poster de plus en plus de papier au mois de mars. Au mois de février, on s'est occupé de beaucoup de développement chez CMC Market pour pouvoir mettre en place des séminaires, des conférences, des formations, des nouveaux webinaires. Eh bien, à partir du mois de mars, je vais pouvoir reprendre les écrits et vous publier plus d'analyses en plus de la matinale que l'on fait ensemble tous les matins. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît et je vous souhaite donc une très bonne journée à tous et à demain, 10h tapante pour la matinale.